La prise de parole est en même temps un pouvoir et aussi une responsabilité. Qui est censé prendre la parole à la place publique? Faudra-t-il laisser la parole entre les mains de ceux qui ne le méritent pas, qui représenteraient un danger pour la société, ou il faudra revenir entre la main ou les mains de ceux qui sont censés tenir cette parole, parce que les scientifiques, normalement, doivent également prendre parole, parce qu'ils ont une part de responsabilité pour l'organisation ou la désorganisation de la société. C'est pourquoi nous avons le réel plaisir ces jours, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous dans ces magazines Rendez-vous que vous avez l'habitude de suivre avec Henri Tumbalanga, dont j'ai le plaisir de vous le présenter. Ces jours, nous recevons un scientifique. Il est professeur des universités, monsieur Bienvenu Koubi, qui est avec nous autour des actualités que nous allons revenir, mais aussi autour de la structure qu'il est coordonnateur national. Qu'est-ce qu'ils sont en train de peaufiner? À quand date l'organisation ou la mise en place de ces structures? Qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé? Est-ce que la République démocratique du Congo peut compter sans nul doute avec ces structures, ou bien comment les choses doivent se passer? Nous allons revenir essentiellement sur les grandes actualités du pays, entre autres la confusion qui règne au sein de confessions religieuses, le 8 au total, deux autres, la Senko et les CC, qui ne s'entendent presque pas avec les 6 autres confessions religieuses, et Jibaya Mampia qui donne son point de vue contraire ou contradictoire à la Senko et CC, et aussi le Congrès américain qui vient de faire des recommandations vis-à-vis de la République démocratique du Congo pour la tenue du dialogue. On va aussi revenir sur ces dialogues. Qu'est-ce que nous devons retenir de l'essentiel de ces dialogues, et aussi la réouverture de l'aéroport de Goma, la reprise des activités, ou encore les humanitaires seulement qui vont descendre. Nous allons revenir avec des éléments à l'appui. On va aussi parler, pourquoi pas, opiner autour des démolitions, cette campagne qui continue à faire pleurer certains Congolais, certains citoyens. Aussi, les militaires ne sont pas restés. En marge de cela, il y a le ministre provincial, le ministre de l'Environnement, qui est chargé d'exécuter ces programmes ou encore cette campagne. Malheureusement, il y a eu un incident. Un capitaine officier militaire de la République démocratique du Congo qui a été victime de cela. Ils ont failli en venir aux mains. Nous allons y revenir pour voir si les militaires a été humilié, ou l'armée en général a été humiliée par cet officiel qui avait mission d'exécuter ce qu'il devrait faire. Est-ce qu'il en a fait correctement, ou bien il y a eu des dérapages? Nous allons épiloguer autour de ces actualités avec le professeur Bienvenu Koubi, à qui j'ai le plaisir de recevoir dans ces magazines de Rendez-vous. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, monsieur Nono, et c'est un réel plaisir pour moi d'être autour de cette table pour discuter de l'actualité politique de notre pays. Mais les scientifiques n'ont pas l'habitude dans notre pays de pouvoir s'intéresser aux questions politiques. Vous voulez rester spectateur au lieu d'être acteur. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à pouvoir vous intéresser davantage et même à prendre part? Oui, c'est parce qu'il y a urgence. Vous avez dit, je suis coordonnateur national du cercle de réflexion pour un leadership impact visible. Il s'agit d'une association qui fédère les différents scientifiques de tous bords. Il y a des philosophes, dont moi-même, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des juristes, en fait des scientifiques de tous bords, qui se sont mis ensemble pour réfléchir sur des questions qui intéressent notre pays, donc dans tous les secteurs de la vie nationale. Ceci parce que justement, nous avons constaté que là où nous sommes aujourd'hui, le pays semble être abandonné entre les mains des politiques qui, de temps en temps, chacun cherche son positionnement, et les scientifiques qui cherchent à adhérer telle ou telle autre formation politique sont plus tentés de défendre une idéologie politique, je vais dire, ou comment faire pour conserver un pouvoir et laisser de côté des questions essentielles du pays. C'est comme ça notre structure, effectivement, lance cet appel aux intellectuels conscients de nous retrouver ensemble pour que nous ne puissions pas laisser les pays entre les mains des politiques. Votre structure, cercle de réflexion pour un leadership à impact visible, date de quand? D'où vous est venue l'idée de mettre en place cette structure? Est-ce c'est vous l'initiateur ou quelqu'un d'autre qui en a pensé? Est-ce que c'est récemment? Est-ce que ça tombe comme un cheveu dans la soupe? Ou bien vous êtes des opportunistes? Vous pouvez être vu aussi comme étant des opportunistes. C'est une structure qui date, ou qu'est-ce que nous pouvons retenir
en rapport avec ces structures? Merci pour la question. C'est important que vous puissiez relever cela. Donc, il ne s'agit pas de l'opportunisme. Notre structure a été créée depuis 2015, à la veille de la fin du mandat du président Kabila. Et cette structure a fédéré, a changé même de nom à un moment. Nous avons organisé ça sous le nom de ROSICO, regroupement des organisations de la société civile, pour faire justement pression sur le fait qu'il ne fallait pas que justement les politiques nous prennent en otage, qui restent au pouvoir comme ils veulent, et que les questions les plus importantes du pays soient laissées de côté. Et donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous voulez que je réponde à votre question, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons fait nos preuves. Il y a même des gens qui nous ont sollicité à un certain moment notre expertise pour contribuer à l'un ou l'autre débat dans le cadre de la formation, de l'organisation de l'information politique. Nous avons eu à organiser des séminaires pour quelques formations politiques. Et donc, nous sommes maintenant à la 11e année depuis que les partis, disons, depuis la création. Je vais dire la création de notre organisation. Voilà. Plus d'une décennie déjà d'existence, c'est que vous devez avoir réalisé des actions. Quelles sont les actions que vous avez posées sur la table? Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je ne vais pas citer son nom, il y a un des politiques qui est venu vers nous. Il dit, écoutez, à Kinshasa, je n'ai pas de siège, mais je voulais rebondir sur le plan politique, je suis presque seul. Est-ce que vous pouvez m'aider pour organiser des choses? Et comme toujours, c'est ce qui justifie même la pertinence de notre association. Nous avons mis à sa disposition des compétences pour pouvoir l'aider à s'organiser. Et nous avons monté des stratégies. On a même là, parce qu'il a été à un moment même candidat à président de la République. Nous avons élaboré son projet de société. Nous lui avons donné des conseils qu'il fallait pour qu'il puisse se remettre à la scène politique. Mais vous savez, la suite, parce qu'il s'est présenté comme opposant, une fois avec un petit poste, il oublie tout de suite les compétences qui ont aidé à ce qu'il devienne ce qu'il est devenu. C'est pour vous dire qu'à un certain moment, il faut... L'homme politique congolais est ingrat de nature. Mais bien entendu, c'est comme ça que les scientifiques ne doivent pas mettre toute leur intelligence pour la conservation d'un pouvoir quelconque. Moi, j'ai comme l'impression, quand ils sont là, ils n'ont pas besoin de compétences. D'ailleurs, regardez même comment ça se passe dans les partis politiques. Une fois que quelqu'un a un petit pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des recommandés, les gens des partis politiques. On ne tient même pas compte. Et le népotisme en même temps. Justement, nous sommes... Le clanisme, pourquoi pas? Et même le tribalisme, l'ethnisme, tout ça, ce sont des mots qui rongent. Et même les scientifiques qui travaillent dans ces formations politiques, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils mettent toute leur intelligence en marche pour défendre l'idéologie politique, pour défendre le pouvoir. Vous avez suivi, c'est comme ça que dans notre pays, regardez un peu, lisez l'histoire récente, vous avez plus les noms qu'on donne à des présidents de la République. Mosé, les Raïs, les Moukouatombolo, vous voyez? J'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui est scientifique en train de chanter tout ça pour flatter les chefs de l'État. Moi, je me demande si le président de la République a besoin de toutes ces flatteries. Il faut qu'à un certain moment, que les gens apprennent à utiliser leur cerveau, les raisons, pour faire avancer la gouvernance du pays et qu'on ne se mette pas tout le temps au service d'une idéologie politique et on laisse à côté des questions importantes alors que les pays se meurent. Et donc, notre structure a justement cette vision de fédérer tous les scientifiques pour devenir, si vous voulez, un organe technique et réfléchir sur tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons des recettes, je peux même vous dire comment on est organisé. Nous avons les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation, calqués sur le modèle de notre pays. Et nous avons mis en place des projets concrets et de recettes. Parce que regardez, quand les politiques viennent avec leurs projets de société, généralement c'est à la veille des élections. Donc un projet fabriqué comme étant quelque chose à faire consommer à la population. Mais il faut au pouvoir. On ne sait pas les évaluer sur base des promesses qu'ils ont données et ce qu'ils font réellement. C'est autre chose qui change. Parce qu'ils ont généralement les projets de société qu'ils considèrent comme recettes, mais ils n'ont pas comment je vais dire, les modes opératoires. Ils disent des choses, ils ne savent pas comment les faire. Même beaucoup de dirigeants qui occupent des postes
Posez-lui la question, ton secteur, quelles sont tes attributions? Peut-être qu'ils ne savent pas, bon. S'il y en a qui savent, mais comment tu fais pour répondre à telle situation ou telle autre? Généralement, ils ne savent pas. Mais ils sont là. Mais moi, ma crainte est à un niveau donné. Vous avez l'expertise, vous êtes technocrate, vous êtes professeur des universités, vous enseignez la philosophie dans plusieurs universités, mais vous vous engagez, vous voulez décider de venir changer quelque chose dans l'arène politique. Est-ce que ne craignez-vous pas, au lieu de venir changer la chose dans l'organisation, dans la faisabilité de la chose publique, que la politique vienne vous corrompre, vous, scientifiques? Vous n'avez pas cette crainte? Vous savez, vous m'avez rappelé... Vous avez dit, je suis philosophe, c'est que pensait Kant. Kant conseillait ceci aux philosophes. Il ne faut pas que les philosophes deviennent rois. Donc, dans la terminologie de Kant, quand il réagissait à Platon, donc attendez par là, il ne faut pas que les philosophes deviennent, par exemple, le président de la République. Mais il dit, il ne faut pas non plus que les présidents de la République ou les rois deviennent philosophes. Pourquoi? Justement, parce que l'exercice du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de pensée. Vous voyez, c'est pourquoi notre plateforme veut garder à la main sa neutralité, son esprit critique, et que la raison reste une raison publique. Parce que généralement, ces scientifiques qui s'alignent derrière les politiques, ils sont tentés de rester dans la sphère de la raison privée, qui consiste à défendre une idéologie à tout prix, qui consiste à mettre des mécanismes soit pour protéger tel pouvoir et ça au détriment de l'intérêt général. Justement, c'est ça les problèmes. Moi, je crois que les scientifiques qui ne s'invitent pas dans ces débats, surtout dans les contextes qui est nôtre, ça donne l'impression que ces pays appartiennent aux politiques. Et même quand on parle de dialogue, ça signifie... Seuls les politiques doivent se retrouver autour d'une table pour ne discuter que de leur cause à eux. Et au finish, ils vont se partager les gâteaux et on passe à autre chose. Mais voilà pourquoi on peut écouter dans nos rues, on dit les scientifiques ont tué ces pays. Justement, c'est parce qu'ils se mettent au service d'une idéologie, d'un pouvoir, au détriment de la raison critique. Et pourtant, dans les contextes qui est le nôtre, il est important que nous puissions avoir un organe techniquement indépendant. Des professeurs qui pensent librement, qui mettent au profit leur intelligentsia, qui mettent au profit ce qu'ils savent, leur savoir-faire, pour le bien-être collectif. Et que si les politiques, au-delà de leur carrière politique, là je n'entre pas, mais qui voient quand même la nécessité d'organiser la société. Nous sommes un pays riche et en même temps pauvre, la population souffre. Pour venir jusqu'à chez toi, ici j'ai dit abandonner la voiture pour prendre des motos. L'état des routes. Est-ce que dans ces pays, il n'y a pas des ingénieurs qui ont bien étudié pour pouvoir apporter la recette? Je ne fais pas la publicité de mon adjoint qui est un ingénieur, qui a étudié ailleurs, un prof d'université, et qui, lui, dans son secteur des travaux publics, a élaboré un projet intéressant pour notre pays. Mais qui va l'écouter? Qui va l'écouter? C'est justement ça notre souci. Nous voulons garder cette indépendance d'esprit pour pouvoir penser les causes profondes de notre situation comme peuple congolais, ce qui nous constitue, et proposer la recette. Non seulement la recette, mais les modus operandi. Comment faire pour y arriver? Trop souvent, on tombe dans un poste et on apprend. On apprend là, mais pourquoi il est venu là? Non, vous savez, il a lutté dans notre parti politique pendant 10 ans, et donc il fallait les récompenser. Je ne vais pas citer les noms de gens ici parce que j'en ai pas l'habitude. Mais des fois, ça me révolte. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un politique qui dit non, écoutez, moi j'ai soutenu le président, je n'ai rien. Je n'ai pas été récompensé. Je n'ai pas été... Dites-moi un peu, nous avons quel type d'intelligence dans ces pays? Tout ça, c'est quand la raison se met au service d'idéologie politique. J'ai suivi un autre il n'y a pas longtemps qui dit écoutez, le président de la République n'a pas un mandat et une mission. Écoutez, comment un mandat légalement établi, limité dans les temps et dans l'espace, peut devenir une mission? Est-ce une mission divine ou quel type de mission? Est-ce une mission officielle? Comment on peut accepter ça dans un État démocratique régenté ou réglementé par une constitution qui existe? Et je vous rappelle qu'ils se disent aussi scientifiques. Vous voyez le défi que nous avons. Pas seulement du côté du pouvoir, et même du côté de l'opposition. C'est la même chose, parce que, écoutez, nous sommes dans une logique cyclique, où ceux qui étaient à l'opposition hier, ils deviennent au pouvoir, mais avec les mêmes reproches qu'on peut faire. Ceux qui étaient au pouvoir deviennent à l'opposition. Et donc,
c'est pourquoi j'interpelle ici, à travers cette plateforme, les intellectuels à prendre les responsabilités en main. Il est bien beau de choisir d'être politique, c'est très bien, mais je pense que pour ce qui concerne notre pays, avec tout ce que nous avons comme histoire, nous avons des situations de, je vais dire, l'alternance démocratiquement fragile, vous avez des problèmes de sécurité qui reviennent toujours de manière récurrente, vous avez des problèmes de route, vous avez des problèmes d'éducation. Est-ce que toutes ces questions-là, les scientifiques, il y en a qui ont fait des études ailleurs, comme ici, ne peuvent pas se regrouper autour d'une plateforme sérieuse et réfléchir sur notre pays? On ne peut pas continuer à cautionner cette idée selon laquelle la République c'est une affaire de politique. Je n'ai pas dit que les politiques sont en contradiction avec le fait d'être scientifiques, mais seulement les scientifiques qui s'alignent derrière les politiques. Je vous ai dit, comme disait Kant, l'exercice du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de pensée. Ils se mettent au service du pouvoir. Je dis au service du pouvoir, pas au service de la gouvernance. Et c'est ça le problème. Et ils vous diront qu'ils sont au service de la nation, malheureusement. Ah mais oui, ça c'est tout le monde. C'est comme ça que vous avez des gens tout de suite qui quittent à gauche pour aller à droite. Et puis on dit non, mais est-ce que dans ces pays il y a encore des scientifiques? C'est pas seulement celui-là que je vois. En tout cas, le doute là, il est réel. Hein. Les gens se posent des questions, les questionnements se relèvent. Est-ce qu'il y a encore des scientifiques? Parce que le professeur des universités qu'on a presque clochardisé à ces jours, ils dorment pour revendiquer, on leur remette un pain et une boîte de sardines Annie. Et on se demande, mais l'élite existe encore en République démocratique du Congo? C'est ça, c'est un défi, monsieur le journaliste, c'est un défi. Vous savez, c'est comme ça que notre plateforme est consciente justement de cet état des choses. Je vais vous dire une chose. Au sein du cercle de réflexion pour un leadership à impact visible, nous, on ne parle pas pour parler, ce n'est pas un projet que nous avons. Dans notre plateforme, nous avons des départements, je vous ai dit, liés à la santé, où vous avez 5, 6, 7, 10 scientifiques qui ont réfléchi sur nos problèmes concrets, la recette et comment opérationnaliser cette recette. Nous en avons comme ça. Pour ce qui est, il y a des débats sur la Constitution. Pour ce qui est des questions juridiques, vous avez sur les problèmes de l'éducation nationale, vous avez sur les domaines des routes, vous avez sur le domaine de l'assainissement. Il y a même un de nos membres qui vient de soutenir sa thèse en chimie, le docteur Timba, qui a montré dans son projet, qui entre dans Serlive, comment on peut récupérer tous ces déchets qu'on n'arrive pas à gérer dans ces pays. Voyez-vous? Et donc, moi je pense que dans la situation qui est la nôtre en République démocratique du Congo, les intellectuels doivent se mettre ensemble, non pas pour répondre aux besoins des politiques, mais pour penser le Congo tel qu'il est, le projeter pour le bien-être collectif de tous les Congolais. Il avance de la responsabilité des scientifiques et ne pas le faire, ça sera un péché. Ne pas le faire, ce sera un péché. Cercle de réflexion pour un leadership à impact visible. Nous sommes avec son coordonnateur national, le professeur Bienvenu Koubi. Nous rentrons du côté de la régie. Nous prenons à présent un des éléments liés aux confessions religieuses. Pourquoi ils ne voient pas les choses de la même manière? Pourquoi la CENCO, ECC et les 6 autres confessions religieuses ne partagent pas le même point de vue? Pourtant, il devrait être le cas. Nous prenons l'élément et puis on revient pour épiloguer là-dessus avec mon invité. Bon, à ce que je sache, déjà, une partie de ceux qui ont signé cette feuille de route l'ont sabotée. Déjà, je vais être direct que l'ECC et SENCO, ils font cavalier seul. Parce que l'objectif était de mettre toutes les initiatives ensemble. Alors, partant de là, cette feuille de route ne peut plus avoir sa raison d'être. Ainsi dit, si on pose des conditions, notamment que le président de la République dise « voici, voilà », il est le garant des institutions de la République, en même temps le symbole de l'unité nationale. Ainsi dit, les morts, on ne peut pas directement marcher sur les cadavres et chercher une quelconque réconciliation sans amendement. C'est pourquoi nous nous disons que dans pareilles circonstances, nous avons eu les élections en 2023.
il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a un président élu. L'ensemble de ces choses nous amène à dire que si le dialogue doit avoir lieu, il faut toujours respecter les cadres constitutionnels et institutionnels. Et c'est que nous n'avons jamais dit le contraire. Bon, ne jamais dire le contraire est une chose, mais se comporter dans une certaine mesure, c'est comme s'ils vont à l'encontre de cette façon de voir. Et voilà, j'aurais préféré, James Mouka, nous donner en même temps aussi l'élément lié à la SENCO, SCC, dont le porte-parole de l'SCC, le pasteur Eric Senga, lui également, nous voulons avoir son élément pour en faire d'une pierre deux coups. Ouais, mais la Constitution encadre tout ça. La Constitution ne règle pas les questions des conflits. Ouais, mais la Constitution encadre tout ça. La Constitution ne règle pas les questions des conflits armés. La Constitution pose l'agencement du pouvoir politique, encadre. On peut dire que ça règle parce que la Constitution interdit les recours aux armes. Mais justement, vous faites la Constitution, c'est la loi. La loi donne ce qui doit être. Mais un conflit est un fait qui apparaît, un phénomène dans la société. Je ne suis pas en train de dire que la Constitution ne prévoit pas le mécanisme d'éviter les conflits. D'ailleurs, elle proscrit les recours aux armes pour accéder au pouvoir. Mais ici, moi, je vois dans l'approche de l'analyse du conflit. Nous sommes déjà devant une situation de fait. Le conflit est là. La question, est-ce que c'est par les mécanismes constitutionnels qu'on pourra arrêter les conflits armés? Vous et moi, nous savons, non. Sinon, on ne parlerait pas de dialogue. Le fait même de parler du dialogue, c'est un recours extra-constitutionnel et même extra-institutionnel parce que la situation qui est là n'est pas gérée par le mécanisme constitutionnel. On est devant une situation de fait. Le conflit est là. La question, est-ce que c'est par les mécanismes constitutionnels qu'on pourra arrêter les conflits armés? Vous et moi, nous savons, non. Sinon, on ne parlerait pas de dialogue. Le fait même de parler du dialogue, c'est un recours extra-constitutionnel et même extra-institutionnel parce que la situation qui est là n'est pas gérée par le mécanisme constitutionnel. Monseigneur Donatien Cholet, Merci beaucoup. C'était respectivement Ejiba Mampia qui représentait les 6 autres confessions religieuses en opposition des 2 autres, l'ECC et la SENCO. Professeur bienvenu Koubi, vous avez suivi ce qu'a dit Ejiba Mampia et ce qu'a dit également le pasteur Eric. Ils ne s'entendent presque pas. Pour Ejiba, il faut rester dans un cadre constitutionnel, comme le veut le président de la République, c'est lui à qui revient l'initiative, qui convoque, qui encadre, qui décide, alors que pour l'autre camp, il fait partie de la crise, il faudra trouver un cadre approprié qui mettra tout le monde d'accord, et nous sortons même des cadres institutionnels ou même constitutionnels, parce que les dialogues n'ayant pas été pris en charge par la Constitution. Qui a raison? Qui a tort? Comment trouver le juste milieu entre les 2 points de vue? Merci. Je ne parlerai pas de qui a raison, qui a tort pour arbitrer, mais juste un point de vue, je viens à peine de suivre. Vous savez, avant que je ne réponde à votre question, ceci m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, mais en tout cas, notre plateforme a toute sa raison d'être. Tout ça parce qu'on est dans une perspective de dialogue des politiques. Voyez-vous? Et donc, dans ces dialogues, si on laisse ça comme étant un dialogue de politique, il y aura toujours ce genre de problèmes. Maintenant, je reviens à votre question. Je ne connais pas très bien la formation scientifique du pasteur Ejiba. Ejiba, je ne sais pas. Nous, on le voit seulement pasteur comme ça, il parle français, mais la formation... Je ne connais pas très bien sa formation, parce que c'est très important. Je ne sais pas s'il est de quel domaine. Parce que là où ils sont, ça demande quand même un certain niveau de réflexion pour comprendre certains enjeux. Je sais que le pasteur Eric, c'est un avocat. C'est pas un avocat. C'est un maître. Il est juriste. Et quand vous l'écoutez, vous sentez qu'il est dans le nœud du problème. L'abbé Cholet, je sais que c'est peut-être que les gens ne le savent pas, c'est un professeur d'université. Il est au-delà du fait que je ne fais pas la publicité de la SENCO et l'ECC, au-delà à un certain moment, il faut qu'on parle aussi
du personnage, hein, le cursus des gens. C'est très important dans ces pays. L'abbé Chollet, c'est un professeur des universités. Et si vous voulez que je réponde à cette question, quand j'ai écouté le pasteur Eric, mais vous voyez très bien qu'il n'y a pas de problème. Il réfléchit de manière rationnelle et des raisons qu'il avance sont très pertinentes. Très pertinentes. Et je crois qu'il est, sans trop m'inviter à ces débats, il se peut que les problèmes soient au niveau de l'incompatibilité liée au mode de réflexion. C'était aussi voulu par le président de la République qui a voulu à ce que la SENCO et les CC ne fassent pas cavalier seul comme les Jibales acquises. Il empiétine la feuille de route qui avait déjà été mise en place en synergie avec les autres, y compris les experts de la présidence de la République. C'est ce que je dis, je pense qu'ils ont un problème de compatibilité au niveau de comment interroger la société, comment on voit la société. Les problèmes se situent à ces niveaux. Vous savez, pas plus tard qu'il y a 3 ans, avec les choix des désignateurs, les animateurs de la CENI, c'était la même chose. J'étais jamais en accord. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Moi, je crois que dans ces pays, on doit apprendre à vérifier un peu les profils scientifiques de chacun et comment il parle librement, comment il exerce sa raison. Et moi, je suis très convaincu. Même le président de la République, parfois, il est déçu de voir des réactions de certaines personnes. Je vous ai dit, par exemple, des gens qui viennent se plaindre. Nazo, c'est qu'on s'est retrouvé, des gens qui viennent chanter. Vous pensez que le président de la République est content ou bien c'est lui qui les envoie pour faire ces histoires? Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'on veut entrer dans une logique de flatterie. Vous dites qu'il est pasteur. S'il est vrai, encore que il n'a pas exhibé ce qu'il appelle l'agenda, qui n'est plus le même. Mais s'il est vrai que l'agenda a été changé, est-il allé voir la CNCO et le CC pour en discuter? Il pense que les lieux par excellence comme pasteur pour gérer leurs différences, c'est la télé. Donc, quelque part, il y a un problème d'une mauvaise intention ou la volonté de ne pas aller de l'avant. Parce que moi, je pense que s'il est, je sais qu'il est pasteur, donc le père des âmes, si des questions comme ça divisent, et pour avoir dit cela à la télé, il a gagné quoi? Il a trouvé la solution? Il aurait pu voir les autres pasteurs de l'église et poser les problèmes. Mais peut-être qu'ils ne se sentent pas considérés. Il dit bien qu'ils font cavalier seul. On devrait avoir, sans commune mesure, décider ensemble pour apprécier à sa juste mesure comment les choses devraient y aller. Mais quand eux prennent l'initiative à eux seuls et décident de faire ce qu'ils pensent, alors qu'il y a une feuille de route qui devrait le mettre tous d'accord et qui souffre. Qu'il publie d'abord cette feuille de route. Moi, je ne remets pas la question ce qu'il dit. Il publie ça et je ne suis pas non plus de porte-parole de la CNCO et les CC, mais je réfléchis librement. Je crois que la manière de procéder n'est pas de nature à fédérer. Parce que dites-moi un peu, si aujourd'hui l'Église catholique et les CC se retirent, quel est cet organe qui peut mettre tout le monde en confiance pour un dialogue ici au Congo? Donc peut-on se dire qu'ils ont le monopole de le faire? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis à supposer que les CC et l'Église catholique disent, bon, ça va, on laisse trouver un médiateur ici au Congo où tout le monde va venir, les opposants, la société civile, le pouvoir. Vous connaissez? À un certain moment, les gens doivent prendre au sérieux les enjeux du pays. Ce n'est pas du théâtre où on peut venir... C'est ça justement, je dis que nous les intellectuels, nous devons prendre notre responsabilité en main. Et donc, quand on dit dialogue aujourd'hui, on dit... Par intellectuel, qu'est-ce que vous entendez? Comment vous faites le portrait de cet intellectuel-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui parle bien français, c'est lui qui sait lire et écrire, il peut être considéré entre guillemets intellectuel. Comment reconnaître le vrai du faux du moment où la société est déjà là où elle est? Quand je dis intellectuel, mais c'est les journalistes, je parle de ces intellectuels qui gardent encore le pouvoir sur l'exercice de la raison publique. L'esprit critique, les critiques constructives, pas des fanatiques. Il y en a qui sont allés pour exercer les raisons dans la sphère privée, la raison privée, pour défendre une idéologie politique coûte que coûte. Et je dis bien pour défendre un pouvoir. Voyez-vous, je ne parle pas de ces intellectuels-là et je respecte par ailleurs leur point de vue. Mais je dis pour l'histoire de ces pays, compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il est urgent que les intellectuels scientifiquement neutres, pas la neutralité au sens d'accepter tout,
prennent leurs responsabilités en main et donc aider le pays à pouvoir aller de l'avant. Et donc, ECC, Senco, les églises de réveil, moi je crois que, ça c'est mon point de vue, c'est un problème de compatibilité. Puisqu'on parle de confession religieuse. Déjà que je ne connais pas le profil du pasteur, donc je parle avec... Je comprends exactement. Tout le monde qui se vend dans la peau d'expert, mais qu'on écoute à travers un petit extrait, on se pose beaucoup de questions. Ouais. Professeur Bienvenu Koubi, parlons-en, les dialogues. Les confessions religieuses ne s'entendent pas, alors que l'expérience récente nous renseigne que l'ECC ou la Senco seule d'abord, a réussi à mettre d'accord les acteurs politiques et à aboutir à l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord qui aujourd'hui nous a permis tous d'avoir Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays, avec ce qu'on a appelé à l'époque passation civilisée du pouvoir. Nous sommes bloqués. La machine ne tourne plus. Il y a la rébellion, il y a l'agression. On a tenté plusieurs processus, ça n'a presque pas marché. Aujourd'hui, nous voulons nous retrouver autour d'une table. Est-ce devons-nous nous en remettre entre les mains de l'Angola, qui devra venir jouer de la médiation et organiser ces dialogues pour mettre tout le monde d'accord, ou les Congolais devraient aussi montrer leur maturité autour d'eux-mêmes, et s'il faut être autour d'eux-mêmes, quelle est la structure habilitée qui peut convaincre ou inspirer confiance, qui pouvait nous mettre tous d'accord que oui, avec ces structures, nous pouvons nous parler les yeux dans les yeux, seul à seul, sans avoir crainte d'être dribblé par l'autre camp. Est-ce qu'il y a une structure comme ça crédible et qui peut rassurer tous les Congolais? Oui, je crois qu'il y a un problème d'approche aussi. Il faut d'abord définir la nature de la crise que traverse notre pays. Mais de mon point de vue, je pense que cette crise est multidimensionnelle. Ça ne concerne pas seulement des questions internes. Il y a aussi des problèmes de voisinage avec notamment les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda et ainsi de suite. Alors, vu sous cet angle, on ne peut pas dire que la résolution de ces conflits, au regard de la nature de la crise, ne peut s'épuiser que par un dialogue à l'interne. Je comprends bien les pactes nationaux de nos pères évêques et puis les CC. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Chaque médiation a sa partition. L'Angola, je ne trouve pas de contradiction entre le fait qu'il y a le CC Senco d'une part, bon, et d'autre part associé aux autres confessions religieuses. Oui, et d'autre part, vous avez l'Angola. Moi, je crois que toutes ces démarches ne se contredisent pas, mais ça exprime plutôt la nature, ça traduit la nature de la crise qui traverse notre pays. Il y a un problème qu'il faut régler à l'interne. N'oubliez pas, il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité quand ils sont ici pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que nous avons des acteurs politiques qui ne vivent plus au pays et qui pourtant, ils doivent être dans ces dialogues-là. Certains même sont condamnés à mort. Voilà. Et d'autres même sont arrêtés, on ne sait pas là où ils sont. Vous voyez, pour une raison ou une autre. Je n'entre pas dans les fonds. Mais je constate que du point de vue des faits, ce qui se présente, la nature de la crise congolaise, elle est complexe. Elle est complexe. Il y a des problèmes qu'il faut gérer avec les pays voisins. Il y a des questions qu'il faut traiter en interne. Et donc, limiter la résolution de cette crise uniquement par un dialogue entre Congolais à l'interne, c'est ignorer, en fait, je dirais, ce n'est pas résoudre les problèmes dans toute sa substance. Moi, je pense que j'encourage les processus de Luanda. Et ça vaut la peine, mais également j'encourage l'initiative de l'ECC-Senco. Comment giguler les deux? Comment mettre tout ensemble pour aboutir à un objectif final qui rassure les uns les autres et surtout qui met fin à cette crise qui a tant duré ou perduré? Ça sera ça justement le travail de la médiation. Mais le plus important, c'est que nous plaidons, c'est qu'il faut que dans ces dialogues qui se tiennent au pays comme ailleurs, il faut qu'ils soient inclusifs, l'opposition soit réellement représentée,
les pouvoirs soient représentés, la société civile soit représentée, les scientifiques maîtres que nous sommes soient également représentés, pendant que les politiques vont tomber dans leur péché des positionnements. Si vous voulez que je fasse ceci à contrepartie, c'est ça, c'est en fait ça les dialogues. Si vous voulez que nous puissions faire ceci à contrepartie, libérer tel, si vous voulez, c'est ça. Et puis ils appellent ça préalable. Des préalables, mais en réalité, il y a aussi des problèmes réels, des problèmes économiques, des problèmes de route, des problèmes de santé, des problèmes de l'éducation. C'est comme ça que j'ai dit, il ne faut pas laisser ces pays uniquement entre les mains des politiques. Si il y a un problème de crise liée par exemple au secteur de la santé, qui sont censés amener des réflexions profondes et proposer des recettes, n'est-ce pas des scientifiques conscients? Je n'ai pas dit que dans la politique il n'y a pas, mais j'ai dit la limite c'est que ceux qui s'arrangent derrière cette perspective-là, ils finissent par servir les pouvoirs et non le pays. Ils peuvent développer toutes les théories possibles pourvu que le pouvoir soit conservé. D'ailleurs, on dit qu'en politique, on fait quoi? Conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. On peut développer pas mal de théories. Et moi, je pense, ça c'est mon point de vue, que même le président de la République n'a pas besoin de ça. Je pense que, je ne fais pas son apologie quand je le vois, je pense que c'est quelqu'un qui peut être déterminé pour sortir ces pays du trou. Mais comme toujours, il a dit, d'ailleurs, même le président Kabila a dit ça, les problèmes de gens qui l'accompagnent, c'est ça. Il n'avait pas 15 bonnes personnes à même de le permettre à réussir sa mission. C'est ce qui justement... Ou à implémenter sa vision. C'est ce qui justement explique le tout. Ils vont aller au dialogue avec les mêmes personnes qu'il décrit. Ne pas être des bonnes personnes pour accompagner. Avec qui on va se partager encore le pouvoir et la misère de la population restera intacte. Effectivement. Et c'est le danger que nous, comme scientifiques, les gens qui voient ce qui n'est pas encore là, nous sonnons. Voilà. Nous tirons l'attention des uns et des autres pour qu'on ne tombe pas dans ces cycles infernal. Et après, quand il y aura encore de conflits, on rentre sur le dialogue. Il faut construire l'État. Et la construction de l'État a besoin des intelligences congolaises, et même d'ailleurs, qui puissent mettre de côté des appartenances politiques pour X ou Y raison, penser réellement les problèmes qui est le nôtre, proposer une recette adéquate pour pouvoir enfin donner aux Congolais la joie qu'ils méritent. Mais donner aux Congolais la joie qu'ils méritent, c'est vrai, certes, on dit toute action politique concourt d'abord à l'amélioration du bien-être social de sa population, mais ici au Congo, les hommes ou les acteurs politiques pensent d'abord les gains, l'intérêt immédiat qui se résume à l'intérêt personnel. Est-ce que vous y croyez qu'au travers de ces dialogues, même si on invitait la minorité des scientifiques neutres avec conscience, comme vous l'avez si bien dit, est-ce que cela peut influencer la majorité des gens qui sont motivés par des gains, qui sont motivés par leur intérêt mesquin? Comment ça va se passer? Comment on peut réaliser, comment on peut matérialiser cet idéal? Partant du principe que la vérité n'est pas démocratique, ils peuvent être nombreux. Nous n'interdisons pas aux politiques de faire les débats des politiques. Mais je pense qu'au-delà du politisme, là, les débats des politiques et des positionnements, il y a toute une nation qui appartient à nous tous au même titre. Voyez-vous, nous avons fait des études, nous avons fait des thèses. Pourquoi faire? Pour laisser dans les tiroirs, parce que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il ne faudra pas que la science reste dans ce qui est stratosphérique. Il faudra à un certain moment matérialiser. Parce que c'est lui qui a pensé l'avion. Il fallait un jour que nous ayons l'avion et que nous puissions nous mouvoir. Mais si votre science-là, vos thèses-là, n'ont pas servi à l'amélioration de cette population, n'ont pas servi à l'amélioration de la société, je pense que nous devons même remettre en cause. Et les combles dans tout ça, c'est quoi? J'ai discuté avec mon adjoint, Dr Alex, qui dit, mais, Cordon, parce que lui gère le secteur des travaux publics. Ouais. Il dit, mais j'ai toute une vision, tout un projet que j'ai mis en place, mais lorsque même tu approches cela, pour dire, écoutez, pour tel problème, dans la ville par exemple, il faut faire ceci, mais non, vous avez des problèmes de pourcentage qui c'est quoi ma part? Mais écoutez. Donc je pense qu'à un certain moment, les gens doivent trouver dans cette initiative comme étant une opportunité pour sauver ces pays. Moi, je n'ai pas dit que la politique ne travaille pas pour le bien-être de la population, mais je parle au regard de la nature
du politique dans notre pays, il faut que nous puissions créer absolument un organe technique neutre qui puisse répondre réellement aux besoins de la population, et ceci sans état d'âme. Et donc, dans une approche de la raison critique autonome, et faire des propositions concrètes plutôt que d'être dans cette pratique des Kijalelo, des Atalaku. C'est honteux hein, quand vous voyez certains professeurs d'université perdre leur dignité, d'autres deviennent... Chanter même l'anniversaire à bouche découverte, on se pose la question, est-ce que les scientifiques ont encore de la valeur à défendre? Nous sommes dans quelle société? Et vous pensez que le président de la République est content de tout ça? Il a besoin des gens. Mais c'est à sa gloire que tout cela est organisé. Je ne pense pas que quand il regarde ça, il est content. Je ne pense pas. Mais qui dit mon consent? Je pense même qu'il aurait même fait des reproches aux autres. Parce que je ne vois pas la contribution d'une telle scène théâtrale par rapport à sa vision qu'il a du peuple congolais. C'est encore un autre exemple qui montre que l'exercice du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de pensée. On se met au service de l'idéologie, on se met au service du pouvoir, et tout ce qui vient après, on s'en fout. Et donc, moi je pense que il est temps pour notre pays que les politiques aient pitié un moment du peuple congolais et d'accorder... C'est comme un criminel, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'état d'âme. Justement, s'ils n'ont pas d'état d'âme, alors il y a cette structure qui a cet état d'âme, qui a des compétences, qui veut offrir. En fait, c'est notre responsabilité. Nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas deux pays. Nous avons ces pays. Et on ne peut pas tout le temps nous reprocher le fait que nous sommes profs d'université, nous sommes intellectuels, et nous ne faisons rien. Quand nous partons dans telle ou telle autre structure, on est tout à fait disparu. Et quel est l'idéal maintenant? Nos étudiants, quand ils nous regardent, quel est l'idéal? Si les scientifiques ne font rien pour ces pays, en termes de contribution essentielle et remarquable, matériellement visible, comme le dit notre association, un cercle de réflexion pour un leadership à impact visible. Si nous ne faisons alors rien, quel est le sens de notre responsabilité scientifique? Quel est ce sens? Et donc, je plaide donc pour cela, il faut que les scientifiques soient libres. Il faut garantir aux scientifiques leur liberté de réflexion de la raison publique, non pas pour faire mal à tel ou tel autre. Je veux vous dire une chose, même lorsque j'ai suivi, pour ne pas le citer, celui qu'on appelle le commandant du peuple de l'opposition, Martin Fayulu. Lorsque je l'ai suivi, c'est vous qui citez son nom, lorsque je l'ai suivi, notre plateforme est allée vers lui, il y a je sais pas 5 ou 6 mois, pour lui dire, mais quand vous dites cela, le compte de la patrie, quel est le contenu sémantique? Il nous explique, mais en réalité après, il nous remet ce qu'il appelle le manifeste de Kisangani. Ouais. Notre plateforme, s'il me suit laissé, a lu, et nous avons fait des propositions concrètes sur un document que nous lui avons remis à main propre. Voyez-vous? Donc, ici, je vous dis, il est question de responsabilité intellectuelle. On ne peut pas chaque fois, si les politiques ne sont pas encadrés, ou si les politiques, parce que la plupart des politiques fondent leur modèle sur Machiavel, hein, ils disent il faut séparer la politique de la morale. Voyez-vous? Mais si nous gardons... Donc, la politique n'a pas de morale. N'a pas de morale. Mais si nous gardons ces modèles de gestion ou de la politique pour le Congo, je crois que nous allons faire beaucoup de pas en arrière. S'il y a des mesures d'encadrement, j'ai dit avec une liberté de pensée garantie, je pense que ce pays peut sortir de son trou. Je me demande, quelle serait alors la caution morale à ce moment-là, du moment où nous irons dans ces dialogues, des mécanismes de non-retour à la bêtise, s'il faut qu'on l'appelle comme ça. Nous avons été à Sun City, nous sommes revenus presque à la case du départ aujourd'hui, on a eu une constitution de 2005, et on a eu les premières élections en 2006, on a démarré un processus, et aujourd'hui, arrivé au 4e, 5e cycle, la machine bloque, et la rébellion recommence. Qu'est-ce qui va garantir comme caution que nous ne pourrions plus jamais revenir en arrière, et cette fois-là, nous allons de l'avant, une fois pour toutes, pour penser véritablement au développement de ces pays? Moi, je pense que c'est d'abord la volonté des partis. C'est la volonté des partis. Il est question du Congo. Il n'est pas question de part des uns et des autres. Si
eux, ils sont déjà bien, qui voient tous les Congolais qui sont dans les milieux reculés, qui n'ont pas d'espoir. S'ils sont déjà bien, qui voient ces enfants qui vivent au village et qui partent, qui parcourent autant de kilomètres de pied pour aller étudier. Je crois que la volonté des partis compte dans ces consensus, qu'on vienne avec des intentions claires, pas avec des agendas cassés. C'est comme ça que j'ai dit, justement, au-delà du fait qu'il y a le travail de la médiation, les scientifiques, avec la liberté de la raison, c'est des questions qu'il faut mettre sur la table. Mais dites-moi un peu, si chacune des parties plutôt, venait avec, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de la volonté, il y a enfin du conformisme, ils viennent parce que c'est les dialogues, mais après, un peu comme les talons d'Achille. Hein. Donc pour atténuer d'abord, j'accepte et puis je vais revenir. Ça, il n'y aura que des reprises et nous ne pouvons pas avancer. Et ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, il faut qu'il y ait de la volonté et de la sincérité. Ce sont des principes importants pour un dialogue. On ne peut pas venir dans un dialogue. Dialogue, ce n'est pas les monologues. Dialogue en étant... Un échange. C'est un échange. On ne peut pas venir dans un dialogue en étant faux. Il ne faut rien s'y attendre. Il faut être vrai. Et être vrai, ça signifie mettre sur la table les problèmes profonds, les vraies causes profondes. Pourquoi nous sommes arrivés là? Parce que si nous n'interrogeons pas, je vais dire, la nature de ces problèmes, nous allons encore patauger comme d'habitude. Il faut que nous ayons le courage. J'ai suivi ces mots, hein, un peu comme le dit généralement Fayoulou, vérité, réconciliation. Il faut que les gens aient le courage de se dire de vérité en face. Et puis se réconcilier. Mais justement, et partir de là. Mais si les gens viennent avec des habits de sainteté, c'est toujours l'autre qui a tort, c'est toujours moi qui a raison. Et puis, on fait de compte, positionnement politique, les vrais problèmes restent de côté. Et notre structure interpelle justement ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition de venir dans ces dialogues avec cette dose de sincérité pour pouvoir aider le pays. Ils doivent savoir que les problèmes, ce n'est pas entre eux politiques. Hein. Oh non, on a fristé celui-ci, on a fait ceci à cela. Non. Le problème est d'abord congolais. Leur guerre, leur querelle, c'est le peuple qui paye le prix. Quand il y a guerre à l'Est là-bas, vous pensez que c'est qui paye le prix? C'est le peuple qui paye les prix. Quand il y a de déplacés de guerre, c'est le peuple qui paye les prix. Quand il y a tout ça, des familles... Les problèmes sont réels. Et donc, dans ces dialogues, il faut venir avec un cœur sincère, poser véritablement les diagnostics. Est-ce qu'ils pensent d'abord à ce que vivent ces Congolais qui sont sous cette occupation? Qui d'autres en ont 3 ans, d'autres une année? Est-ce que les gens y pensent? C'est surtout l'acteur politique. C'est ça tous les problèmes, messieurs les journalistes. Voilà pourquoi notre structure se refuse. Je vous parle de l'expérience. Je vous ai dit que notre structure a accompagné quelqu'un qui est maintenant, je ne sais pas, il doit être membre au Sénat, du bureau du Sénat, le compte de l'opposition. Sans les citer. Oui, nous l'avons accompagné. Comme moi aussi. Nous avons été escroqués tous. Nous l'avons accompagné. Il dit non, écoutez, nous voulons être candidats président de la République. Aidez-moi. On a élaboré un projet de société pour lui. Nous avons communiqué pour lui. Et il est arrivé là. Et quand il arrive, toutes les personnes qui étaient à l'Équateur sont retrouvées de l'autre côté. On dit, mais voyez, nous sommes dans quel pays? Les gens ne voient pas, ils ne voient des compétences. C'est comme ça, moi je dis, j'interpelle les scientifiques, il faut faire attention. Sinon, vous allez mettre la science au service des individus. Or, la science, par nature, n'a pas cette vocation. Même si la politique impose un certain réalisme, mais à un certain moment, pour ce qui est de la pratique politique au Congo, nous savons que quand un scientifique s'aligne derrière telle formation politique, le plus souvent, c'est pour monter des mécanismes et pérenniser les pouvoirs. Nous voulons créer cette classe des élites qui ne viennent pas pour s'opposer au pouvoir ou à l'opposition, mais qui viennent pour traiter des questions vitales de la nation et proposer des recettes qu'il faut, pas des recettes politiquement consommables. Des vrais problèmes étudiés par des experts attitrés, donner des recettes, pas seulement des recettes, mais les processus de leur réalisation. Et surtout de leur matérialisation. Et je pense que ce pays a besoin de ça. Ce pays a besoin de ça et on ne peut pas faire les dialogues sans la décrispation. Et si c'était un pas pour bondir
à ces dialogues proprement dit. Nous allons voir si cela va servir à quelque chose. C'était d'abord l'initiative du président Macron, le président français, aujourd'hui matérialisée par Madame Van de Peer, qui est aujourd'hui la représentante de la MONUSCO ad intérim, après en remplacement pratiquement de Bintou Keïta qui ne plus à présenter. Nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre cet élément tourné à Goma à ces jours. Qu'est-ce qui s'est exactement passé autour de cet aéroport qui avait fait l'objet de ces discussions? La reprise des activités. James Mouka. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et voilà, elle l'a si bien précisé, la reprise progressive des activités à l'aéroport de Goma. Comment ça va se passer? Professeur, bienvenue. Nous avons suivi là la représentante de la MONUSCO qui a atterri avec son hélicoptère, qui espère que les choses vont aller bon train pour que les activités reprennent correctement. Est-ce que nous pouvons prendre ça comme un cas isolé ou bien il faut mettre cela dans la logique de la pacification qui vient de commencer par ces gestes? Je suis pourtant heureux, je suis vraiment heureux de voir que enfin il y a atterrissage d'hélicoptère. Je félicite d'ailleurs, c'est la MONUSCO, vous avez dit. Oui, la MONUSCO. Je crois que les atterrissages, c'est pour d'abord les humanitaires. Les humanitaires. Moi, je crois que c'est quelque chose à encourager. Et c'est ici le lieu peut-être d'appeler encore les politiques à la raison. Et donc, nous savons que cette partie est occupée par Corneille Nangaa, M23 et les autres, et que des gens qui sont là-bas, ils sont congolais. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans l'extrémisme de part et d'autre. Je pense que c'est un début qui peut rassurer les partis et que le dialogue ait eu lieu et que notre pays retrouve son intégrité territoriale. Parce que ce n'est pas toujours intéressant de pérenniser cette histoire. Les gens risquent de s'habituer à ce qui n'est pas normal. Moi, à travers ces images, j'appelle ici à la responsabilité de responsables des M23. J'en appelle également au sens d'ouverture du pouvoir de Kinshasa pour pouvoir aller vite et matérialiser ces dialogues et surtout de voir que la finalité de ces dialogues, ce n'est pas d'abord pour satisfaire l'une ou l'autre position, il faut voir le peuple qui souffre.
il y a ce dialogue. Et je suis content, j'ai eu le sentiment de satisfaction et j'espère que ça sera un début pour en finir une fois pour toutes. J'ai entendu qu'elle a dit qu'il y aura même un processus de cesser les faits, ce qui est une très bonne chose. C'est pas toujours intéressant chaque matin qu'on apprend qu'il y a un Congolais qui perd la vie, ça ne fait pas toujours du bien aux oreilles. Et que si ces initiatives peuvent finalement ramener la paix à l'est du pays, je pense que c'est une chose à encourager. Et surtout que la mort de chaque Congolais à ces jours, ce serait, ou ce ne serait même pas, mais c'est à considérer comme un mort de trop. Il faudra arrêter cela, ce cycle infernal qui a tant perduré. Nous avons beaucoup pleuré nos morts. À un certain moment, il faut revenir à la raison. Et j'aime plus pas la raison privée. La raison publique. La raison publique, vous savez, il y a toute la différence entre la raison publique et la raison privée. Il faut que les gens reviennent à la raison publique et non privée, reprennent leur liberté de penser. D'accord. Par rapport aux morts, il y a des gens qui meurent même de faim. Il ne faut plus ajouter des morts des balles. Surtout que ça, personne, aucun Congolais conscient ne pourra encore souhaiter que les balles continuent à crépiter, les bruits de bottes, surtout dans la partie orientale, nous n'en voulons pas. Il y a également les Mobondo dans la partie ouest. Il faudra aussi que tout cela soit complètement terminé. Il nous reste pratiquement 10 minutes, professeur. Je voudrais qu'on le mette en profit par rapport à cet élément que nous propose la régie. Un ministre provincial qui est allé à faire son opération. C'est une mission officielle, mais malheureusement, il y a eu un incident avec un militaire qui a vu sa maison démolie, saccagée, selon l'ordre donné, mais selon ses sources, il serait informé que les ministres auraient perçu 13 000 $ auprès de voisins dont on a laissé leur immeuble, alors que lui en a subi, et dans cette douleur-là, il n'a pas pu se contrôler. Voilà comment s'est passé l'événement, et puis on revient pour y mettre un commentaire. Excellence, liboso sala qui descend awa, oya qui kubuka biso bandako na biso. Sans toutefois qu'on notifie biso bakolo bandako. Na mapango na biso, nous avons des contrats de documents tout et à bonne et due forme. Botikali jamais ni qu'on identifie mutu moko ke documentaire. Raison to argument moko oboye ko bukela biso totikali komona yango te. Eza lopango na ngala somba ki ngolo pe na maboko ya mutu na ba documents de droit nyonso. C'est tout comme des documents de droit. Mais oya ki boso bobuki, juste ba jugement bobuki, boso bobuki. Vous allez nous faire souffrir jusqu'à où? Nga soda na mwa muke na ngala bunda na bitumba oyo. Yona no bundi bitumba. To mona masasi na nzoto na ngai. Okuta na lokula na expliquer aux excellences. Okuta yo tinga côté ni. Des choses là qui a kobuka 100 mètres kuna. Je suis loin de 100 mètres. Loin de 100 mètres. Mais les loyo, oyo kobuka susu biloko na ngai obebisi yango nyonso. Pour quelle cause? Solo bakangaka na sima mu Congo te. Document ni oyo kobukela nga biloko na ngai na sangi na monde. C'est tout la sécurité. Mon capitaine. Avant tout bouca, tu as pour délimiter. Il y avait une commission qui était là. Où la tribu va limite au bouca. Quand vous parlez de 100 mètres, vous parlez de 100 mètres au bord de la rivière, autant que 100 mètres. C'est pas ça. 100 mètres à partir à lit mineure. Sinon, le lit majeur, tu as un lit mineure. On n'y passe pas aller. Si tu as le monde à tout le monde a mal. Ils ont lit. Ils ont lit. Donc 100 mètres, autant qu'un fleuve, autant que 100 mètres, alors nous sommes allés. Donc vous êtes censés nous protéger nous contre la population. Mais vous ne nous protégez pas à cause de vos intérêts. Vous êtes protégés pour l'intérêt de Nabino. Mamadiga surtout vous ça là pour que vous gagnez l'expansion. On s'attend même pour mon côté que place yo et côté Kalandi, pour mon côté excellence. Place yo, est-ce que pour le général Cap a été ma belle, quel est l'onglet? Est-ce que j'ai un Bemba ma belle? Quel est l'onglet? Tolongwe après yoko kende ndemo solo la kila bato ya simakuna landanga na lobana non nous sommes censés à koloba la caméra très bien. D'accord. Ok, d'accord. Tout le monde en a beaucoup. Pourquoi sont les quantités? Mais ah, au Burkina Faso. On a eu sur la caméra. Excellence. Ah, bah, fais ça qui ont bon $13 000 pour gagner. Mais
bobuki bango 13 000 bobuki bango te bango moko tolongo wala siko zelano excellence zelano je te porte plein de demain wana muntu wana oui n'absence na biso excellence Capitaine Abinazar mon major confirmé. Officier supérieur de l'armée congolaise, le capitaine, avec le ministre de l'Environnement provincial, Léon Moulumba. Professeur, votre sentiment ou votre lecture en même temps par rapport à cet événement, est-ce qu'il faudra-t-il considérer comme un incident qui dit reste on peut réparer, ou bien l'image de l'armée a été également mise en jeu? Je n'ai pas vraiment les éléments de détail d'appréciation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les sites est dans l'anarchisme de construction? C'est un site qui ne devrait pas être bénéficiaire de construction. Oui. On ne pouvait pas ériger de maisons là-bas, mais selon le militaire, il présente les décors comme quoi les généraux responsables de la garde républicaine a également des constructions là-bas. Pour lui, on ne touche pas. Oui, pourquoi seulement lui? Il voit qu'il y a deux poids, deux mesures. J'ai suivi. Je n'avais pas assez d'éléments. J'ai vu la vidéo comme tout le monde, mais j'ai eu froid au dos. J'ai eu froid. J'ai dit, mais ça rejoint ce que je suis en train de dire tout de suite. Je ne connais pas, c'est le ministre de l'Environnement. Oui, Léon Moulumba, provincial. Quelle est sa formation scientifique? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Il est de la famille présidentielle, selon les uns les autres. Mais en ce qui est des cursus, nous avons toujours des difficultés, comme Ejibert Mampia, nous devons encore inquiéter. Je ne connais pas sa formation, mais je me dis, pour quelqu'un qui est formé, agir comme ça, même en Antiquité, on n'agirait pas de cette manière-là. C'est quelle façon de gérer ces pays, s'il vous plaît? Je me mets dans une hypothèse où le militaire est en tort. Je prends même l'hypothèse où il a tort. C'est de cette manière-là qu'il faut agir. Je ne sais pas que dit la loi. Un civil, quoique ministre, dit, nous sommes dans quel pays? Et il s'agit d'un officier supérieur. Il n'y a pas de procédure. Capitaine en plus. Et les explications qu'il avance, y a-t-il pas mieux? Il y a des pays qui sont gérés par des capitaines. Il y a des capitaines qui ont fait des coups d'État dans d'autres pays africains. Donc c'est déjà montrer les rangs que la personne occupe au sein de l'armée. Ce n'est pas n'importe quoi. Je me dis même le président de la République n'a pas besoin de voir ces spectacles. Ça rejoint ce que je vous disais tout de suite là. Être au service des idéologies du pouvoir. Donc, ça signifie que ce pays n'a pas de loi, il n'y a pas une manière d'arrêter un militaire. Quand le ministre, on débarque quelque part et qu'on dise que... Et j'ai suivi les militaires... Il a perçu 13 000 $. Il s'est senti diffamé en tout cas. Tout de suite, on perd la raison, on devient émotionnel. Un peu comme les gens qui se chamaillent au marché. Nous sommes dans quel pays? J'ai honte de commenter. Quelle image qu'il donne de l'armée? Notre armée. Que le président lui-même de temps en temps félicite, il dit que nous avons une bonne armée. Quelle image qu'il donne? Non, mais dernièrement, le chef de l'État a dit qu'il a trouvé aussi une armée de clochards. Hein. Je l'ai suivi après, il a modifié. Il est revenu sur la communication. C'était très sensible. Mais à ce temps... Il avait été mal compris. En ce temps particulier, je ne pense pas que c'est profitable au pouvoir de réserver un tel sort aux militaires, surtout à ces moments précis où on appelle toujours à l'unité nationale pour pouvoir porter main forte à nos forces armées. De telles attitudes, moi je crois que ça doit être sanctionné par la loi. Là encore un autre problème. Maintenant que nous avons vu ça, nous attendons voir l'ici. Il faut que ceci soit réglé. Si le militaire a tort, qu'on le dise. Mais je ne sais pas si la loi permet à un civil, ministre soit-il, dans des circonstances telles que décrites par la vidéo,
Ça, c'est des querelles de la rue. En tout cas, j'ai honte d'en dire trop, mais je pense que c'est... Si on cherchait encore des preuves pour dire qu'il faut la responsabilité des intellectuels, vous voyez une de preuves plutôt qui vient d'être illustrée à travers cette vidéo. Ce pays a besoin de... Même nos dirigeants ont besoin de personnes sérieuses. Mais un leadership à impact visible. Voilà, vous avez tout dit. Il faut nous ayons des leaders qui travaillent pour la visibilité des choses, pas pour plaire aux individus. Ce qu'il a fait là, je suis très convaincu, je ne mets pas à leur place. Même le gouverneur, je ne pense pas qu'il est content. Mais la question, c'est que il faut tirer des responsabilités. Oui, il faut qu'il y ait des interpellations. L'Assemblée provinciale. Et ça m'a fait mal quand les militaires disaient au Simba officiel dans d'autres auteurs. Vraiment, est-ce qu'on a besoin de ces spectacles? On a besoin de ces spectacles. Et lui-même qui demande, filmez. C'est quoi cette histoire? Encore que je demande, est-ce que ça devait être lui qui devait descendre? Il n'y a pas de service attitré pour cette histoire. On avait besoin mais quelle était l'opportunité de sa présence en ces lieux-là? C'est lui qui a pratiquement démoli presque tout le monde. Godin Poya pleurer, c'est toujours lui qui a démoli. Je me demande, mais il y a des services attitrés. Moi, je ne suis pas contre la démolition. S'il y a anarchie, il y a anarchie. Mais la manière de procéder, c'est quand même grave. C'est humiliant. Regardez les raisons qu'il donne. Il vous dit l'origine de l'argent qu'il a pris. Les militaires, ils devaient rester où? Qu'est-ce qu'il a poussé à aller acheter la maison? C'est peut-être manque de moyens. Normalement, les militaires ne devaient pas aller en charge par qui? C'est par l'État. Ils doivent rester dans les casernes. Pourquoi se retrouvent-ils là-bas? C'est la remise en question même de la superstructure. Au lieu de voir les problèmes dans sa nature propre, non, lui, il veut nous livrer ces spectacles-là. Je ne pense pas que les gouverneurs et les présidents de la République sont contents de voir des choses comme ça. Mais la question, on verra s'ils vont tirer des conséquences qui s'imposent. Est-ce que la raison aura raison? Faudra-t-il dire ça comme ça? Ou bien c'est l'émotion qui va avoir raison de la raison? Professeur, votre dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur Nonon. Je suis très content. Vous savez, quand je vous suis, je suis toujours heureux. Et notre dernier mot, c'est cette interpellation de la classe politique. Cessez de prendre les Congos en otage. On ne doit pas continuer à considérer que les richesses que Dieu nous a données appartiennent uniquement aux politiques. Nous n'avons pas que du coltan, pas que le minerai, nous avons également les cerveaux. Parce que justement, la meilleure des richesses, je voulais même arriver là. Si les politiques ils pensent qu'il faut utiliser les cuivres, les cobaltes, mais qu'ils utilisent aussi l'intelligence congolaise qui a en présence pour pouvoir résoudre les problèmes réels. Moi, je pense qu'aux uns et aux autres, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, parce qu'il y aura toujours, comme je dis, ces cycles cycliques, enfin, ces cycles-là, les uns, un jour seront au pouvoir, les autres à l'opposition. Ça, c'est la pratique au Congo. Mais le plus important, il faut valoriser, je veux dire, cette classe indépendante des scientifiques pour pouvoir, pendant qu'eux, ils seront dans leur querelle politique, résoudre les problèmes réels du Congolais. On ne doit pas rester là, en train, et surtout pour les scientifiques, mettre tout ce que nous avons appris au service du pouvoir, pas de la gouvernance, au service des idéologies privées, et ne pas réagir face aux problèmes qui nous concernent tous. Alors que nous avons des professeurs très intelligents, des scientifiques qui peuvent mieux donner dans ces pays. Certains se réservent. Même ils disent, mais est-ce qu'on peut parler, la liberté de la parole, la liberté de l'expression, encore le déploiement de la raison publique libre, l'opinion, la critique. Tout cela, ce n'est pas pour faire du mal aux uns et aux autres, mais c'est pour comprendre que ces pays nous appartiennent à nous tous et il est temps de valoriser les quelques intellectuels conscients et neutres et qui sont disponibles de donner de leur savoir-faire pour que ces pays finalement décollent quand même. On a besoin de ces décollages. Ces décollages attendus de tous, de tous nos voeux, nous avons tout intérêt. Et il y a de ces pays aussi qui savent également que le minerai, les richesses premières sont épuisables. Et à cela, il faudra miser. Je cite les Japon.
miser sur les ressources humaines, l'intelligence humaine, comme disait Mabika Kalanda, là où les problèmes humains persistent, c'est que l'intelligence n'a pas été mise à contribution et nous appelons à la contribution de cette intelligence pour que le Congo connaisse vraiment son envol. Et je voulais ajouter, donc, ceci est un appel, hein, et pour l'opposition, et pour le père de l'Église, le pasteur de l'ECC, et pour les pouvoirs en place, de prendre en considération ce que nous disons ici. Il ne faut pas que nous puissions, je l'ai dit, continuer dans cette dynamique-là, opposition-pouvoir, et que les gens continuent à prendre des décisions sur notre avenir à nous tous. Nous devons associer à des réflexions, à des grands débats, des dialogues dans ces pays, toutes les couches qui sont concernées. Et je pense que les intellectuels ont un grand rôle à jouer s'ils sont neutres. Je voulais terminer, peut-être, je sais que l'heure est déjà là, pour, je vous suis toujours, saluer Yambo aussi. Ah, de votre part. Je lui ai dit un jour que même les professeurs des universités, à leur juste titre, est apprécié. Et également, comme philosophe, j'ai suivi Les Maîtrisables, et il a toute notre... Il a connu un malaise hier, il y avait procès, il a fait... bon. Ça va aller, maintenant il se rétablit peu à peu. On a reprogrammé l'audience pour le mercredi prochain. J'ai suivi, donc on pense que la justice sera dite et que les droits et les bons sera dit. Donc comme philosophe, donc il a notre compassion scientifique et philosophique et nous suivons de près ces procès dans l'espoir de voir que la justice soit dite. Que la justice soit dite. C'est avec ces mots du professeur bienvenu Koubi que nous allons mettre un terme à cette production de ce jour. Rendez-vous, c'était votre magazine. Merci de nous faire toujours confiance à Kongomani Télévision. Et grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. James Mouka qui était à la réalisation, Karine Dembo derrière les caméras et Madame Ketia également était là, Gaël Baoula, André Anzolamenso de là où tu es, Martin Ekama. Merci à vous pour cette contribution. Nous pensons que nous allons nous retrouver prochainement pour un tout nouveau numéro. En attendant, tenez-vous prêts. C'est le Congo qui gagnera par-dessus tout. Au revoir.